Alors, merci à tous d'être là. Donc nous allons commencer cette première table ronde sur le sujet de quelle économie pour promouvoir une écologie intégrale. On s'est dit qu'on allait commencer par les sujets qui fâchent, voilà, donc parler d'économie et d'écologie, parce que je pense qu'on n'est pas forcément tous d'accord sur ce sujet ici, ou en tout cas nous n'avons pas même si nous cherchons les mêmes buts qui sont ceux du bien commun et de la promotion de l'homme de manière intégrale, nous n'avons pas forcément tous les mêmes visions, la même vision des moyens pour y arriver. Donc pour ça, nous avons fait appel à un panel exceptionnel d'intervenants, très variés. Donc à ma droite, Charles Becbédé, entrepreneur. Bravo. Donc vous êtes entrepreneur et élu du 8e arrondissement de Paris. Voilà, à mon extrême gauche, même si pas du tout en fait, économiquement et politiquement, Eudoxe Denis, qui avait été directeur d'études à l'Institut de l'entreprise, travaille aujourd'hui dans le privé, et qui est surtout l'auteur d'une monographie très remarquée sur la Big Society de Cameron, que vous avez introduit le concept que vous avez vulgarisé en France, si on peut dire, quelque chose qui n'était pas connu. On va en parler assez rapidement d'ailleurs de ce sujet passionnant. Et juste à ma gauche, Gauthier Besse, professeur agrégé de lettres modernes et rédacteur en chef adjoint ou co-rédacteur en chef de la revue Limite, revue d'écologie intégrale, que vous pouvez trouver ici, que vous pouvez trouver au fond de la salle, je crois, avec Paul Picaretta, et que je vous encourage à tous acheter, en plus de tous les autres livres qui seront là. Alors voilà, donc le sujet, enfin on va essayer de faire ça de manière comme un débat en fait, et non pas quelque chose de trop professoral, parce que le but est d'essayer d'arriver à trouver pour nous tous une voie économique qui soit valable, qui soit viable, malgré nos différences, malgré les endroits d'où nous parlons et d'où nous venons. Et j'aurais aimé que pour ça qu'on commence par vous, Eudoxe Denis, que vous nous parliez quelques minutes de ce concept de Big Society que Philippe Bland a théorisé au Royaume-Uni, que David Cameron a essayé d'introduire dans la société anglaise depuis qu'il est au pouvoir. Est-ce qu'il y a réussi? Est-ce que ça marche? En quoi ça consiste? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots en fait, pour commencer? Bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai écrit il y a un peu plus d'un an une monographie avec Laetitia Strauch sur le concept de Big Society, qui est un concept politique qui a été introduit au Royaume-Uni lors des élections de 2010 par David Cameron, et qui à l'époque nous semblait particulièrement novateur pour différentes raisons que je vais expliquer tout à l'heure. Et alors le lien peut-être avec le sujet de l'écologie intégrale, parce que c'est pas tout à fait ça, effectivement, c'est effectivement ce personnage central qui est Philippe Bland, dont on dira un mot tout à l'heure. Philippe Bland, qui est par ailleurs interviewé dans la revue Limite de Gauthier. Donc voilà, on pourra peut-être faire un lien tout à l'heure là-dessus. L'idée de Big Society, donc c'est d'abord un slogan politique, mais c'est pas seulement un slogan, c'est derrière ça il y a une tentative de renouvellement d'une pensée politique à droite du Parti conservateur, qui est intéressante parce qu'en fait on a une image un peu je dirais caricaturale du Royaume-Uni en France. Pour nous, c'est le pays de l'ultralibéralisme. Il peut n'en venir que du mal. Et c'est un pays, par ailleurs, qui a joué pendant très longtemps un rôle d'inspiration en termes politiques et économiques pour la France. Par le passé, on se souvient des lettres anglaises de Voltaire. On peut citer beaucoup de personnages qui sont inspirés du Royaume-Uni et qui, depuis, assez curieusement, depuis l'époque de Margaret Thatcher, en fait, ne joue plus vraiment ce rôle-là, alors que je crois qu'aujourd'hui il y a vraiment dans différents courants de pensée des auteurs à aller chercher au Royaume-Uni. Alors c'est quoi la Big Society? Eh bien au départ c'est un terme qui fait référence à une phrase assez fameuse outre-Manche de Margaret Thatcher qui a dit un jour dans une interview il n'existe pas de choses telles que la société. There is no such thing as society. Alors la phrase est souvent tronquée parce qu'elle dit derrière qu'il y a des individus, des familles, etc. Bon. Mais n'est resté que cette phrase-là, et donc on a cette idée un peu caricaturale qu'en fait, eh bien, il y a une alternative entre soit l'individu ou le marché d'un côté et puis l'État de l'autre. Et l'idée de Big Society consiste à dire qu'en fait, entre l'État et le marché, entre l'État et l'individu, eh bien, il y a des structures intermédiaires, il y a des institutions, il y a la famille, il y a des associations, il y a des
ce que les Anglais appellent les communautés, qu'il s'agit de redécouvrir parce que c'est ici, dans ces communautés, dans ces institutions intermédiaires, que réside la clé d'un renouveau, à la fois d'un renouveau économique, mais aussi d'un renouveau des structures publiques. En fait, il s'agit de sortir de cette espèce d'aporie en fait, consistait à opposer d'un côté l'individu et puis l'État. Alors, à l'origine de cette théorie, il y a différents courants de pensée, mais il y a deux auteurs que nous, on avait cherché à mettre en lumière. L'un qui s'appelle Philippe Blond, qui est un philosophe, théologien, qui a créé un think tank qui s'appelle Respublica et qui a joué un rôle important parce qu'il a, en 2009-2010, il a joué un rôle important auprès de David Cameron, à l'époque, dans l'écriture de ses discours. Philippe Blond, en fait, il retrouve toute une tradition conservatrice oubliée, une théorie économique qui s'appelle le distributisme. Je pense que ça serait peut-être tout à l'heure Gauthier aussi en parlait. Donc, comment dire, la théorie de Philippe Blond, c'est de dire qu'en fait, il y a une sorte de conspiration d'un libéralisme de droite, on va dire celui de Margaret Thatcher, qui a en fait conduit à une sorte d'atomisation de la société et d'un libéralisme de gauche, et donc cette conspiration en fait qui a conduit à porter au nu l'individu, et c'est là où en fait on va retrouver cette idée qu'il y a une aporie dans le discours qui consiste à opposer l'État et l'individu, en fait, qui a conduit à la fois absolutiser l'individu, mais aussi absolutiser l'État, parce qu'en fait l'État est le libérateur de l'individu. Et je pense que c'est la grande leçon qu'on peut tirer de Philippe Blond de la Big Society, c'est qu'en fait, en France, on a souvent tendance à considérer qu'il y a soit l'individu, soit l'État, et puis donc il y a le socialisme, il y a le libéralisme, et c'est une opposition qui est un petit peu factice. Si vous lisez par exemple des gens comme François Eval, vous verrez qu'il y a aussi cette idée, en fait, qui est proche de celle de Blond, que en fait, l'État était l'instrument de libération de l'individu. Les choses sont un petit peu plus compliquées. Et donc voilà, donc la Big Society, c'est cette idée d'un renouveau intellectuel d'abord, politique, qui va avoir des applications pratiques en termes de politique publique, en termes de renouveau de l'économie, mais aussi en termes de renouveau des services publics. Puisqu'en fait, il va s'agir de renouveler l'action publique en prenant partie en fait, des ressources issues de la société. Très rapidement, je donne juste un exemple, après je m'arrête ici. L'exemple qui est le plus mis en avant, parce que c'est la grande réussite de la Big Society, c'est l'exemple de l'école. Il y a eu beaucoup de réformes scolaires au Royaume-Uni comme en France. Le Royaume-Uni a aussi pâti, comme nous, d'un discours pédagogiste poussé à l'extrême. Vous avez aujourd'hui le système scolaire britannique, il est à peu près dans le même niveau que le système scolaire français dans les études PISA, c'est-à-dire qu'il est plutôt médiocre. Malgré un certain nombre de réformes qui ont été mises en place, il n'y a pas eu de progrès réalisé de ce côté-là. Et donc l'idée tirée de la Big Society, c'est de dire finalement, plutôt qu'essayer de réformer les services publics, notamment celui de l'école par le haut, avec des objectifs, des cibles, des targets, comme on appelle les Anglais, qui seraient imposés par l'État, définis dans des cabinets ministériels, où on dirait par exemple il faut que chaque année, chaque jour, vous ayez telles heures de cours données, etc. Eh bien, on va essayer de réformer par le bas, en prenant parti de qui ? Des gens qui ont le plus intérêt à la réussite des enfants, c'est-à-dire les parents, les enseignants, des associations religieuses ou autres, qui vont pouvoir créer des écoles, qui seront des écoles qui seront entièrement privées dans leur gestion, comme des écoles hors contrat, mais qui seront publiques dans leur financement. Et donc voilà, c'est une des réformes qui a été mise en avant dans le cadre de la Big Society, où on va tirer parti des ressources des individus, plutôt que de parler de démocratie participative, où en fait on n'a que de la consultation, ce qu'on est un peu la consultation française, eh bien on va inciter les gens à agir, à prendre en fait directement le pouvoir dans la gestion des services publics. Alors ça concerne l'éducation, j'en ai parlé, mais il y a d'autres services publics qui sont concernés, dont on pourra parler tout à l'heure. Voilà. Je suis un peu trop long, donc je vais peut-être laisser la parole. Non, c'est passionnant, merci. Je pense qu'on y reviendra parce que ce sont de vrais exemples concrets de comment on peut changer en fait cette société et l'économie. Je voudrais vous, Charles Beigbeder, puisque vous êtes à la fois entrepreneur donc dans le monde de l'économie directement et homme politique, donc vous êtes sur les deux plans et qu'on vous décrit assez régulièrement comme libéral, parce que je pense pas que ce soit le cas réellement. Comment est-ce que vous nous direz si c'est le cas? Comment est-ce que vous envisagez en fait voilà un changement de société aujourd'hui, notamment à la lumière de ce qu'on vient de dire sur la Big Society? Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche?
Est-ce que ça correspond à votre vision? Et comment, justement, pour revenir à ce sujet de l'écologie intégrale que le pape François, en même temps que nos amis de la revue Limite, a mis à l'honneur, comment est-ce qu'on peut inscrire en fait toute cette vision politique et économique, cette vision de l'homme général en fait? Waouh, ok, rien que ça. Non mais oui, bah moi je ne vais pas vous surprendre, je crois fondamentalement aux vertus de l'entrepreneuriat, parce que c'est à petite échelle, hein, pour rejoindre ce qui a été dit ce matin. Alors bien sûr, après, il y a des entreprises qui deviennent des géants, et d'ailleurs, ça pose des problèmes de concurrence, mais on est entré quand même depuis quelques années, progressivement, ça a commencé il y a 2 siècles, mais on est aujourd'hui, on peut dire, on a atteint un stade où créer son entreprise est assez aisé, en fait, et ça permet de trouver pour certains une vocation, et puis de se réaliser, et c'est plus réservé à une élite, et puis derrière ça peut créer des richesses. Alors ça marche pas à tous les coups, mais ce que je trouve assez nouveau quand même dans ce monde, c'est qu'il y a avec un smartphone et finalement un investissement très, très limité, on peut imaginer des nouveaux services et créer de nouveaux biens, et c'est ce phénomène auquel on assiste, où à côté du salariat, à côté du fonctionnariat, eh bien, il y a l'entrepreneuriat, cette 3e voie, et qui en fait redonne du pouvoir aux citoyens. Et je rejoins donc ce que vous disiez sur la Big Society, et où c'est les gens qui se prennent en main et proposent quelque chose qui peut faire avancer la société tout entière. Et en même temps, ça leur permet aussi de trouver un certain bonheur, peut-être une certaine façon de se réaliser. Donc alors après, comment éviter que les dérives, comment éviter ce que le pape François nous dit dans sa dernière... c'est une encyclique, n'est-ce pas? Oui, parce que je le confonds avec l'autre, le document précédent. Et eh bien, c'est pas oublier que l'objectif n'est pas le profit. Le profit, c'est un instrument de mesure du succès d'une entreprise, mais l'objectif, c'est donc essayer de faire progresser une petite communauté d'hommes et de femmes qui est fédérée par un patron, l'entrepreneur, dans le but de réaliser un projet entrepreneurial, et que c'est ça qui est important. Après le profit est un moyen d'aller plus loin, d'investir plus, de conquérir des marchés à l'international, d'innover plus, si cela est possible. Et puis, c'est ça qui est fantastique dans l'aventure entrepreneuriale. Donc, peut-être il va falloir que vous me posiez des questions pour aller plus loin. Non, mais on y reviendra en fait, notamment sur l'articulation de l'entrepreneuriat avec le reste de la société, l'État, comment est-ce que ça doit être encastré en fait, ou non, est-ce que c'est totalement libre? Je pense qu'on pourra y revenir. Juste, je vais donner la parole un peu à Gauthier auparavant. Gauthier, tu as, donc, avant cette revue Limite, tu as publié avec d'autres personnes un petit ouvrage qui s'appelait Nos Limites, NOS, évidemment. Voilà. Et où votre théorie, vous, c'est que, un peu comme ce que nous a dit Olivier Rey ce matin, c'est que le monde manque de limites aujourd'hui, et vous faites une synthèse en fait entre ce que vous appelez le libéralisme économique et le monde libertaire en fait dans les mœurs, et pour vous, c'est une même entité qui détruit l'être humain. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça? Oui, je ne dirais pas que le monde manque de limites, mais il manque du sens des limites et de ce constat, ce réalisme qu'il y a des limites. Les limites ne sont pas bonnes en elles-mêmes, mais elles sont. Voilà. Il y a un principe de réalité. Ce n'est pas qu'il faudrait ou qu'il faut des limites, c'est qu'il y en a. Et donc, quand on prétend les nier, les détruire, en fait, on ne fait que les déplacer, et on vit dans une illusion permanente qui est destructrice, puisque le réel revient toujours s'imposer à nous. Et alors moi, j'ai beaucoup moins d'expérience en économie et de compétences en économie que Dox et que Charles. Et il n'empêche que je voudrais revenir un peu justement sur le paradoxe de ce mot économie, à qui on fait dire un peu le contraire de ce qu'il signifie originellement. Et précisément, la limite est liée de manière inséparable à l'économie et à l'écologie. Pourquoi ? Parce que l'économie signifie étymologiquement la gestion, l'administration, nomos en grec, de la maison.
oikos, la maison, le foyer, ce que le pape appelle la maison commune. Et donc évidemment, à partir du moment où il y a une gestion, une administration, il y a un ensemble d'équilibres, de règles à respecter. Équilibre fragile, précaire, qu'il convient de ne pas bousculer si nous voulons précisément persévérer et continuer l'aventure humaine. Et j'ai fait quelques petites recherches lexicales, des formations professionnelles, pardon, sur l'histoire de ce mot économie. Et il est quand même paradoxal qu'aujourd'hui on parle d'économie pour désigner un système d'exploitation des ressources, de destruction des ressources disponibles, qui est tout sauf économe ou économique. On entend bien dans l'adjectif qui reste économe. Je ne sais pas si certains ont été scouts. Le scout est économe et prend soin du bien d'autrui. Ça veut dire précisément qu'il accepte la limite, qu'il reconnaît que les objets doivent être robustes, doivent servir au plus grand nombre, bref, que l'économie est avant tout histoire de partage, et non pas, si on veut jouer avec les mots, de pillage. Or, effectivement, notre productivisme actuel, notre système que je ne peux pas en conscience appeler économique, puisque à mon avis il est anti-économique, notre système de production et de consommation, qui est fondé effectivement sur le toujours plus, parce qu'il faut nourrir les actions. Pardon, c'est peut-être un peu désagréable, mais il faut effectivement donner de l'argent aux actionnaires, etc. En tout cas, il faut dégager un maximum de profit, ne respecte pas précisément les limites. Et alors, lorsque j'ai fait des recherches sur l'histoire de ce mot économie, je suis tombé sur des définitions qui me paraissent à la fois magnifiques et très éclairantes pour comprendre le décalage justement que je pointe entre cette définition étymologique et le sens qu'on prête aujourd'hui au mot économie. Alors, 3 définitions rapides de 3 époques différentes. Le dictionnaire universel de Furetière en 1690, on est sous le règne de Louis XIV, définit l'économie comme le ménagement prudent qu'on fait de son bien ou de celui d'autrui. Seconde partie de la morale qui enseigne à bien gouverner une famille, une communauté. Alors là, il me semble qu'on est déjà très loin de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie. D'accord. D'accord, je vous demande pardon. Ah oui, c'était désagréable, pardon. Bon. Bon, pardon. Alors j'espère que ça ne vous a pas empêché donc d'écouter Furetière. Ménagement prudent, bon, on a vu qu'avec ce qu'on a appelé curieusement la crise financière, je dis curieusement parce que le mot crise me semble être employé mal à propos, mais c'est un autre sujet. On voit bien qu'il n'y a plus guère de prudence. Alors évidemment, il faut de l'audace, de l'entreprise, etc. Mais qu'en même temps, la prudence n'est pas toujours de mise dans les entreprises qu'on dit économiques. Ménagement prudent qu'on fait de son bien ou de celui d'autrui, seconde partie de la morale qui enseigne à bien gouverner une famille, une communauté. Et on voit qu'évidemment, aujourd'hui, l'économie n'est plus du tout liée à la famille, à la maison, à l'oikos originel, ni même à la communauté, puisque nous sommes à l'heure d'une pseudo-économie, évidemment globalisée, internationale. On le voit en plus avec des projets comme le TAFTA, où il s'agit d'étendre toujours plus les limites du marché, de faire un grand marché mondial unifié, où le danger, à mon sens, c'est que les entreprises, effectivement, finiraient par acquérir plus de puissance que les réalités politiques. Et on sait que dans le projet du TAFTA, il y a notamment l'histoire des tribunaux privés qui pourront effectivement mettre en cause, des arbitrages privés qui pourront effectivement mettre en cause des nations souveraines, ce qui est quand même extrêmement problématique du point de vue de la philosophie du droit et même de la simple géopolitique. Deuxième définition, là on est sous le règne de Louis XVI, 2 ans avant la convocation des États généraux, 1787, dans le dictionnaire critique de la langue française. L'économie est définie comme le sage et légitime gouvernement de la maison, toujours l'oikos, la maison, pour le bien commun de toute la famille. Donc vraiment, décidément, insistance sur le caractère commun de l'économie. Et puis je finis avec une définition de 1827 dans le dictionnaire de Sismondi qui définit l'économie comme l'administration
préservatrice et ménagère de la fortune. Et il me semble qu'aujourd'hui, loin de cette belle définition de Sismondi, l'économie est devenue une espèce d'administration, non pas préservatrice, mais comment on dit ? Prédatrice, voilà, c'est le mot que je cherchais, prédatrice, et non pas ménagère, mais financière, virtuelle, artificielle même, et technocratique, parce que le ménage, c'était bien la question du foyer, de la famille, donc des intérêts du petit groupe de communauté, et aujourd'hui, au contraire, on est dans une logique totalement désincarnée, technocratique, financière, pour le dire en un mot, de la fortune. Voilà pour le côté un peu scolaire de ce rapide panorama sémantique, mais il me semblait que ça éclairait bien ce qui est, à mon avis, le gros problème quand on parle d'économie, c'est qu'on est très loin de la belle histoire de ce mot. Et je rappelle juste, c'est l'évidence, que économie, écologie, d'ailleurs aussi œcuménisme, tout ça c'est la même racine, c'est l'oikos. Et que ce qu'il compte aujourd'hui, à l'heure d'une globalisation illimitée, d'un toujours plus, c'est précisément de retrouver le sens des foyers, des communautés humaines, parce que l'individu ne peut pas se satisfaire d'un monde sans feu ni lieu. Merci Gauthier. Charles Becbéli, je vous vois très sauter sur votre chaise, je pense que vous avez envie de répondre à ça. Est-ce que vous pensez que la définition qu'a donnée Gauthier de l'économie actuelle, en fait, financiarisée, etc., est-ce que vous pensez qu'elle est véritable, prédatrice, ou est-ce que c'est l'inverse d'après vous ? Non, mais c'est toujours... Si on veut trop simplifier, en caricature, là, j'ai l'impression que notre ami Gauthier a une vision... un peu quasi marxiste, c'est amusant de voir trotskiste de l'économie. Donc, alors ok, peut-être il existe, c'est vrai, des multinationales, les grandes boîtes américaines, qui, c'est vrai, qui sont plus puissantes que certains États. Ok, ça existe, mais vous ne pouvez pas réduire toute l'économie à une poignée d'entreprises qui posent problème, c'est vrai. Et un des problèmes peut-être résolus, c'est que dans le capitalisme, il faut qu'il y ait des faillites. Et malheureusement, on a tendance, au nom du too big to fail, c'est-à-dire, par exemple, une banque qui fait n'importe quoi est tellement grosse qu'on ne peut pas accepter qu'elle fasse faillite parce que ça pourrait entraîner des risques systémiques et puis entraîner des bank runs, c'est-à-dire des épargnants qui courent dans les... aller chercher leurs économies dans les agences bancaires et que ça serait une panique qu'on estime insurmontable. Je pense qu'il y a des solutions. Et donc, du coup, on fait en sorte que cette banque, qui n'est pas gentille banque, mais on pourrait raisonner pareil avec d'autres, avec des groupes industriels, eh bien, on s'arrange pour qu'elle fasse jamais faillite, on la sauve. Ça, c'est pas bon. Effectivement, il y a un problème dans le capitalisme sur ces très grandes multinationales qui finissent par avoir trop de pouvoir et puis qui ne meurent jamais. Et en plus, quelque part, les actionnaires de ces entreprises et puis les investisseurs obligataires de ces entreprises, eh bien, on bénéficie d'une sorte de rente permanente, élevée, et sans vraiment prendre de risques, puisqu'ils sont garantis à chaque fois, vu qu'ils sont trop gros pour tomber. Mais ça, c'est un sujet, ok. Mais à côté de ça, vous avez la vraie économie, c'est pas ça. La vraie économie, c'est des millions d'entrepreneurs, des centaines de millions maintenant de par le monde, qui ont des petites boîtes de 3 personnes, de 20 personnes, et en France, en Inde, partout, qui essayent d'inventer des nouveaux services et des nouveaux produits, qui font un petit peu mieux que ce que d'autres faisaient avant, moins cher, de meilleure qualité, plus bio parfois dans l'agroalimentaire. Moi j'ai investi dans une entreprise qui fait de l'agriculture, on fait de l'agriculture raisonnée, c'est mieux que le super intensif. Et donc ce terreau fantastique d'entrepreneurs, c'est ça l'économie mondiale, et c'est pas les multinationales. Donc attention aux caricatures. Alors après, donc oui, je reconnais, il y a des problèmes dans le capitalisme, j'en ai parlé. La financiarisation, ça peut aussi en effet être une difficulté, mais c'est aussi une opportunité parce que ça permet quand même de financer, de trouver beaucoup plus facilement qu'autrefois des financements pour les petits entrepreneurs. Et oui, parce qu'il y a 30 ans, c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Maintenant, il y a du capital risque, du capital développement, des fonds, des business angels, des fonds d'investissement de proximité. Enfin, il y a une épargne qui est prête à accompagner des entrepreneurs.
Il y a le crowdfunding qui se développe beaucoup. Ça, c'est les particuliers qui financent directement les entrepreneurs. Et ça, c'est très positif. Enfin, on voit bien que ça peut contribuer au bien commun, si c'est bien encadré et si il y a des limites. C'est vrai, donc on peut peut-être se retrouver. Merci Charles Baguillet. Oui, des limites, et donc un État, parce que pour reboucler par rapport à ce que disait Eudoxe, un État recentré sur ce qu'il doit faire, c'est-à-dire pour moi c'est plutôt le régalien, et qui ne doit pas s'occuper de tous les services publics qui seraient mieux fournis par soit des associations ou des coopératives ou des entreprises privées. Et à ce moment-là, vous avez un État qui est allégé, qui est un État qui est donc plus fort. Un État obèse qui veut tout faire, c'est un État qui ne fonctionne pas. Un État recentré sur le régalien, c'est un État efficace. Oui, je vois Charles qui marmonne. Il veut peut-être un peu plus que le régalien. Non, ça va. Et puis, donc un État fort et qui peut donc faire respecter des règles du jeu. Alors qu'actuellement, on a un État obèse qui veut tout faire et qui ne sait plus faire respecter les règles du jeu et qui n'a plus de souveraineté et qui fait que ça on court à la catastrophe. Donc d'accord sur le constat négatif, mais attention, il faut nuancer. Merci. Alors on va revenir sur avec Eudoxe. Je crois que Gauthier voulait répondre 2 secondes simplement. Oui, non, très rapidement. Je ne suis pas sûr qu'on soit en désaccord, mais je ne me permettrai pas, connaissant moins la réalité de l'économie que vous. Simplement, il y a une phrase de Chesterton, on parlait du distributisme ou du distributivisme. Il dit qu'effectivement, le problème du capital, c'est pas qu'il y ait trop de capitalistes, mais c'est qu'il n'y en ait pas assez. Et qu'effectivement, ce qui est incroyable, c'est que dans notre capitalisme globalisé, finalement, on arrive vers des oligopoles, voire des quasi-monopoles dans certains domaines. Google, Amazon, etc. C'est pas des petits entrepreneurs indépendants, libres, incarnés, enracinés. Oui, c'est vrai, mais ils sont beaucoup plus fragiles qu'avant, parce qu'il est beaucoup plus facile de créer sa boîte aujourd'hui qu'il y a 30 ans et encore plus qu'il y a 100 ans, où là c'était vraiment effectivement réservé à ceux qui avaient le capital. Maintenant, on peut vraiment déloger des mastodontes. Donc les barrières à l'entrée ne sont beaucoup moins élevées qu'autrefois. Et alors, peut-être dans certaines zones géographiques, peut-être, je sais pas, en Chine, en effet, peut-être pour déloger des mastodontes. Et puis il y a les oligarques qui peuvent, dans certains pays, qui peuvent être soutenus par le pouvoir en place. Ça, c'est pas bien. Mais dans les pays occidentaux, bon, à part quelques exceptions, la concurrence existe, et il faut d'ailleurs qu'il y en ait plus, parce que ça permet à ce moment-là d'éviter la rente. La rente, la rente sans risque, c'est quelque chose qu'il faut combattre. Parce que sinon, c'est vrai qu'on a des inégalités qui peuvent augmenter sans arrêt et sans mobilité sociale. Si en revanche vous avez un système qui permet l'entrepreneuriat, alors tout le monde peut s'élever. Vous allez en effet avoir plus de riches, mais tant mieux. Il y aura moins de pauvres, il y aura des inégalités donc de revenus, mais comme il y aura une mobilité sociale, parce que tout le monde peut devenir entrepreneur et réussir, eh bien, les inégalités au sens large n'augmentent pas. C'est ce qui se passe dans certains pays comme la Suède notamment. Merci, bon, on y reviendra parce que je pense que le sujet n'est pas clos, mais pour éviter que vous créiez un oligopole de la parole tous les deux, on va passer par le Eudoxe. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus ou donner un exemple notamment sur l'État obèse ou l'État qui s'est retiré au Royaume-Uni en fait. Je pense qu'on part sur des choses un peu confuses ici. Alors, quand on parle d'une extension un peu indéfinie de l'économie, j'ai du mal à savoir de quoi on parle vraiment. Je pense qu'il y a 3 choses qu'il faut distinguer. Est-ce qu'on parle de l'économie, la réalité économique, mais dans ce cas-là, c'est quelque chose d'assez vague. Est-ce qu'on parle de la domination de la science économique, c'est autre chose. Et derrière cette science économique, est-ce qu'en fait, souvent on met en accusation une pensée déterminée de la fin du XIXe siècle qui est le marginalisme, sachant qu'aujourd'hui la science économique a quand même beaucoup progressé, on est capable de prendre en compte les externalités, il y a beaucoup de réflexions qui sont faites pour essayer d'intégrer justement en fait des éléments qui échappaient au mécanisme des prix et qui expliquaient cette forme de dilapidation. Et puis il y a la question du marché. Donc je pense qu'il faut essayer de distinguer un peu ces choses-là, et cette idée aussi d'illimité qui serait derrière cette entité un peu maléfique. Alors soit c'est le marché, l'économie, le libéralisme, je sais pas trop. Moi je veux juste rappeler quelque chose ici, c'est que
les défenseurs du marché, ou du moins certains d'entre eux, le faisaient pour une raison qui avait trait justement à une question qui avait trait à la limite. Quelle limite, de quelle limite s'agissait-il? C'est la limite de notre rationalité. Vous lisez des gens comme Hayek, par exemple, eh bien, la raison pour laquelle ils vont défendre le marché, c'est que c'est un système d'allocation des ressources qui est compatible avec les limites de notre rationalité. C'est-à-dire qu'il est plus efficace, pas qu'il est parfait, mais qu'une allocation rationnelle des ressources, parce qu'on n'aura pas une intelligence suffisante pour pouvoir créer un système qui serait meilleur que le marché de ce point de vue-là. Et donc, ça amène d'ailleurs à cette autre chose, avant qu'on parle ici et là d'hyperréalisme comme une entité un peu monolithique. Je crois qu'il faut distinguer différentes formes de libéralisme. Il y a un livre assez intéressant qui est sorti il y a assez peu de temps aux États-Unis ou au Canada, qui n'a pas été traduit en français, de Jacob Levy, et qui fait une distinction assez intéressante entre ce qu'il appelle un libéralisme rationaliste, et puis un libéralisme des institutions intermédiaires, en quelque sorte. Il dit c'est pas forcément deux écoles aussi tranchées que ça, mais chez tous les auteurs libéraux, on peut distinguer un peu ces deux choses. Et il y en a un en fait qui s'appuie sur une forme de tradition et qui va chercher à libérer l'individu plus de l'État, et l'autre qui va chercher à libérer l'individu plutôt des institutions intermédiaires. Et donc, on voit que le libéralisme n'est pas aussi monolithique qu'on peut le penser, et que souvent il s'appuie sur une tradition préexistante, et d'où le fait qu'il y ait beaucoup d'auteurs qui soient peut-être moins caricaturaux qu'on ne le pense. Le dernier point, c'est sur la mondialisation. Alors on peut dire beaucoup de choses là-dessus, sur son caractère néfaste et maléfique. Je voudrais rajouter juste un point ici qu'il faut avoir en tête avant d'entrer dans d'autres débats et d'autres critiques qu'on peut lui porter. Il y a des chiffres qui sont sortis la semaine dernière, je crois, de la Banque mondiale, sur l'évolution de la pauvreté, pas la pauvreté relative, la pauvreté absolue dans le monde. En 1990, vous aviez 37% de la population mondiale qui était considérée comme étant absolument pauvre. C'est-à-dire qu'en gros, elle vivait qu'un seul, ça devait être, alors il a changé dans le temps, mais $1 par jour. En 2014, on était à 9,6%. Alors entre-temps, il y a eu la financiarisation, il y a eu la crise, etc. Néanmoins, c'est un point qui me paraît important, c'est qu'il faut d'abord juger l'économie par rapport à cette efficacité qu'elle apporte ici dans la réduction de la pauvreté. C'est un point fondamental. Après, on peut évidemment avoir un discours d'un autre ordre sur la pauvreté matérielle, la pauvreté culturelle, etc. Mais je pense qu'il faut d'abord avoir ce point en tête avant de partir dans les considérations morales sur l'économie ou la science économique, d'ailleurs, pour distinguer peut-être les deux. Oui, sur le recul de la pauvreté absolue, je ne connais pas exactement les chiffres, mais bon, peut-être. Après, la question, c'est la durabilité de ce système productif et consumériste, de consommation. Si plus de personnes peuvent manger à leur faim et bénéficier des choses les plus élémentaires, tant mieux. Effectivement, qu'il y ait des très riches de plus en plus riches, à la rigueur, on s'en fout. Si le plus grand nombre vit mieux, effectivement. Bon, il y a l'idée que quand les riches... c'est quoi la formule? Le maigrissent. Voilà, bon. Alors, je ne suis pas absolument certain de la justesse de cette formule, donc que je la déforme pas. Quand les gros maigrissent, les maigres meurent. Ah voilà, quand les riches maigrissent, les pauvres meurent de faim. Je ne suis pas absolument convaincu que ce soit ce qu'on constate, mais bon, je n'ai pas vraiment les compétences pour le démontrer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si les plus pauvres vivent un peu mieux, mettons qu'il y a 30-40 ans, est-ce que notre système est soutenable sur le long terme? Et là, si évidemment vous avez un bout de pain, mais que vous êtes ravagé par des catastrophes environnementales elles-mêmes produites par un système de production, bon, votre sort ne sera pas réellement amélioré. Alors sans entrer dans trop de sujets, mais c'est quand même aussi le thème de l'écologie intégrale. Le problème, c'est qu'on ne vit pas dans un monde neutre, lisse, qui pourrait accepter absolument toutes nos actions sans avoir son mot à dire. Il y a des équilibres écologiques, des écosystèmes, des biotopes qui sont détruits, bouleversés, souvent parfois irrémédiablement. Même si aujourd'hui il y a une faune qui est revenue à Tchernobyl, il n'empêche que, parce que je crois qu'on va fêter les 30 ans, enfin fêter entre guillemets, bien sûr la nature est capable de survivre, mais il n'empêche que pendant ce temps-là,
il y a des espèces qui disparaissent, il y a des paysages qui sont ravagés, etc. Et évidemment, c'est pas juste une question de paysage ou d'espèces animales. Derrière, il y a des communautés humaines qui sont contraintes de quitter leur lieu de vie ancestraux, etc. Donc la question, c'est aussi, même si on peut s'accorder, pourquoi pas, sur l'amélioration globale des conditions de vie de l'humanité, et encore une fois, je reste un peu perplexe, il n'empêche que cela est-il durable sans qu'on réoriente profondément et qu'on retrouve une économie authentique. Voilà, parce que il n'y a pas que les limites de notre rationalité, il y a aussi les limites de notre environnement qu'on a bien repoussées et qui vont, je pense, se rappeler à nous de manière assez cruelle si nous ne changeons pas, et qui se rappellent déjà à nous de manière cruelle. On le voit, hein, pardon, mais ce qui s'est passé le week-end dernier, tragiquement, sur la Côte d'Azur, n'est pas une catastrophe naturelle. La pluie, même un petit typhon, apparemment, en soi, c'est pas grave dans l'ordre de la nature. Ce qui est grave, c'est quand on a entassé des êtres humains dans des espaces totalement artificiels, et qui fait que l'eau, évidemment, en abondance et brutale, produit des ravages et des morts et des blessés, etc. Mais ce n'est juste... Il y a l'exemple célèbre qu'Olivier évoque souvent de la catastrophe de Lisbonne. C'est quoi, 1755, et où Voltaire, évidemment, remet en cause la cruauté de la nature et de Dieu, et puis Rousseau apparemment, répond oui, mais c'était peut-être pas très malin de s'entasser sur le rivage, etc., au Portugal. Bref, donc il y a aussi, voilà, notre responsabilité par rapport à la nature, et l'économie n'est pas sans conséquences sur l'environnement. Merci Gauthier. Est-ce que Charles voulait réagir, et puis après on passera la parole à la salle, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de réactions. Non, mais c'était très bien dit, je ne vais pas... l'environnement, en effet, il n'est pas infini. Donc là, on a des vraies limites, et la nature se rappelle à nous. Et même si je suis quand même pas trop pessimiste, parce que c'est presque arrogant de penser qu'on est en train de modifier nous-mêmes notre écosystème planétaire. Mais bon, mais par prudence, en effet, on sait que la nature, si pour prendre le thème des gaz à effet de serre, la nature sait absorber 10 milliards de tonnes par an, on en émet 40 milliards, c'est imprudent. Et la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère a sans doute des effets dangereux qu'on ne sait pas très bien apprécier. Et donc, ça serait bien de trouver un système assez simple maintenant, parce que je crois que plus personne n'y comprend rien dans ce qui est en train de se mettre en œuvre dans les différentes conférences, Tokyo, Copenhague et là Paris. Un système simple où en gros on est 7 milliards d'êtres humains sur la planète. On peut émettre 10 milliards par an, donc de tonnes d'équivalent CO2. Donc ça fait 1,4 tonnes par personne. Donc je sais pas, essayons de réfléchir à ça. Puis on sait qu'on a le droit de développer l'économie dans cette limite. Alors ça serait peut-être quelque chose sur lequel il faudrait réfléchir. C'est tellement simple que vous pourriez me dire, mais pourquoi on l'a pas fait? Pourquoi ils ne font pas ça plus simple? Donc on fait un prix du carbone et on dit au-delà d'une tonne 4, il faut payer. C'est que les pays dits émergents, qui sont en rattrapage par rapport aux pays occidentaux, évidemment, disent non, vous avez émis massivement des milliards de tonnes pendant 2 siècles ou pendant 150 ans, et donc nous, on doit avoir le droit d'en émettre plus que vous, et d'où la complexité des discussions. Cela dit, la Chine, maintenant, ça devient tellement invivable dans les grandes villes qu'ils sont en train finalement de rejoindre le stade où nous en sommes, nous, l'économie occidentale. Et peut-être que cette idée, tout simplement, de dire, voilà, il y a une borne de 1,4 tonne de tonnes de CO2 par habitant, pourrait être un moyen, en tout cas, quelque chose à médiatiser, et puis pour que les gens se responsabilisent plus. Et puis ensuite, du coup, les entreprises seraient sanctionnées, favorisées ou pas, par les consommateurs, les hommes et les femmes que nous sommes, et donc améliorer leur processus énergétique et polluer moins. Voilà. Bon. Et peut-être maintenant... Merci. Doc, tu voulais ajouter quelque chose, je crois, et puis après on passera la parole à la salle.
déjà, le souci environnemental est un fruit de la croissance économique. Vous avez des études qui montrent qu'à partir d'un certain niveau de développement, ce souci environnemental, en fait, devient prévalent chez les populations. C'est le cas de la Chine, par exemple. Il y a des progrès en matière environnementale qui sont accomplis là-bas, qui n'auraient pas été possibles il y a encore 10 ans dans les réglementations qui vont être mises en place. Donc voilà, la question c'est celle du rythme d'adaptation, bien sûr. Mais moi je pense qu'il ne faut pas être aussi pessimiste. Déjà, alors je sais que vous n'aimez pas beaucoup la technologie, mais on a accompli dans ce domaine des progrès technologiques importants qui font qu'on est capable de répondre à des contraintes qui sont fixées. Il y a la question de l'allocation des prix, maintenant qu'on peut essayer de mettre en place des mécanismes pour essayer de donner un prix à ces ressources rares, parce que quand le marché vous dites est dilapidateur, c'est sur des ressources sur lesquelles on ne met pas de prix en fait. Donc il y a des discussions là-dessus pour pouvoir essayer d'y répondre. Et après, la grande question, et là où je vous rejoins, celle des comportements individuels. Le grand débat sera celui de savoir si on va aller sur des solutions en fait qui vont venir d'en haut, de la part des solutions étatiques, ou si c'est par le changement des comportements individuels par en bas qu'il faut faire changer les choses. Et là-dessus, on en parlait tout à l'heure avec Gauthier, pour revenir sur la Big Society, il y a un auteur anglais qui s'appelle Roger Scruton qui a écrit tout un ouvrage là-dessus sur l'idée d'un conservatisme vert, où il définit, alors ça rejoint votre définition de l'économie au sens souci de la maison, il appelle ça l'oikophilia, lui, et donc où il oppose ce souci venu vraiment des communautés enracinées dans des structures du bas, si je puis dire, contre des solutions qui viendraient de la part d'État. Je pense que ce sera grand débat demain. Voilà. Mais si on a beaucoup parlé justement de marché, de l'économie, etc., on parlait beaucoup de consommation, sur consommation. La consommation aujourd'hui des individus, de plus en plus, et c'est un point, je pense que c'est vrai que je reviens sur la Big Society, mais qu'il faut aussi regarder, c'est qu'il y a une surconsommation des biens matériels, c'est vrai, mais il y a de plus en plus une surconsommation des biens publics. Vous regardez la structure de consommation des ménages aujourd'hui, c'est quoi et ce sera quoi de plus en plus demain? Ce sont des services socialisés, c'est l'école, c'est l'État, c'est l'école, c'est la santé, etc. Et je pense qu'il y a une réflexion aussi à avoir de ce côté-là, c'est qu'est-ce qu'on fait et quelles sont les structures de production en fait de ces biens publics. Et c'est là où on revient sur la Big Society. Il y a toute une réflexion ici sur quels sont les effets déjà de ce monopole en fait public sur cette production de services, sur les individus eux-mêmes, qui les transforme en consommateurs passifs de services publics. Et c'est aussi une réflexion qu'il faut avoir sur... Parce qu'on parle beaucoup du consommateur occidental, gavé de biens, etc. Mais il faudrait aussi parler du citoyen occidental qui aujourd'hui voit son revenu de manière croissante dépendre de la sphère publique, voit sa consommation en fait de biens et services dépendre de manière croissante aussi de la sphère publique, et sachant que les biens de demain, les besoins de demain portent sur des biens de plus en plus immatériels. La concurrence des individus dans la consommation, qui hier se faisait sur des biens matériels ostentatoires, eh bien on le voit, l'école est un bon sujet, elle se fera de plus en plus sur ces sujets-là. Demain les gens vont rivaliser dans la consommation, non pas dans des biens matériels, mais dans des biens immatériels. Et je pense qu'il y a aussi un souci à avoir de ce côté-là sur ce sujet. Et puis sur la dématérialisation, pour venir aussi cette extension du souci écologique, entre guillemets, on le voit aujourd'hui, d'un point de vue économique, on est dans une situation dans laquelle la croissance est de plus en plus dématérialisée, avec d'ailleurs des soucis qui se posent, parce que c'est pas seulement... poser des questions de productivité, vous parlez négativement de la productivité, il faut savoir que derrière la productivité, c'est ce qui permet aussi d'augmenter le niveau de vie des individus, et on vit à un moment où on n'a jamais à la fois autant innové, mais cette innovation ne se traduit pas en gain de productivité. Et c'est quoi cette innovation? C'est des biens matériels, c'est les réseaux sociaux, c'est ces entreprises en fait qui vont vous donner du loisir en quelque sorte, et qui vont capter votre attention. Il y a aussi derrière ça toute une réflexion sur une sorte d'écologie de l'esprit à avoir, sur ces biens nouveaux en fait, qui ne sont pas des biens matériels, mais qui sont en fait une captation croissante de l'attention des individus qui pourrait être tournée vers autre chose. Et voilà, là-dessus, j'en parlais à nouveau, dans limite à une de vos collaboratrices, il y a un auteur américain qui s'appelle Matthew Crawford, qui avait écrit un livre assez remarqué il y a quelques années qui s'appelait L'éloge du carburateur, où
il y avait, alors ça c'est un peu romantique de l'économie, mais ce souci de revenir à un rapport au travail beaucoup plus matériel, un rapport avec la chose, et donc qui est écrit, qui n'est pas encore traduit, sur cette écologie de l'esprit qui, en fait, est à mon avis l'autre sujet de demain. Merci beaucoup. Vous pourrez réagir après, mais on va peut-être passer la parole à ça. Je crois que Charles Mignon, vous aviez une question. Patrick Louis. Merci. Merci pour cet exposé. Mais j'avoue que je suis un peu mal à l'aise parce que vous semblez vous opposer et je suis d'accord avec vous trois. Alors en réfléchissant, je me dis, mais il y a un grand absent ici. Le grand absent, c'est le politique. C'est que quelque part, sur le plan économique, vous avez raison, et Gauthier est essentiellement sur un plan éthique, quelque part, et moral. Et le fond du problème, c'est pas l'économie qui a tort, c'est que les politiques sont absents. Et que le politique ne fait pas son boulot, ce que vous avez dit, ce problème d'absence de l'État régalien, par exemple. Et je crois que le vrai problème, c'est qu'on a fait disparaître dans la science politique, on a réduit la dimension politique à la politique, alors qu'il existe le politique et la politique. Julien Freund nous apprend ça. Et que la question, c'est que la politique, maintenant, c'est uniquement prendre le pouvoir pour servir des services de l'économie. Donc ça aboutit à l'économisme, et on en arrive à avoir des dialogues, à mon avis, comme les a aujourd'hui, alors qu'en fin de compte, il aurait fallu qu'il y ait au milieu un politique, et qui ordonne le débat, et qui mette chacun à sa place, et je crois qu'on tomberait d'accord. Pourquoi pas? Christian Valdès, vous vouliez intervenir? Oui, c'est un peu dans le même sens. J'ai été frappé par le fait qu'à plusieurs reprises, vous avez employé... Il n'y a pas de micro? Il est là. Ah non. Pas celui-là, c'est pas celui-là. Il arrive. Bon. Voilà. Donc je disais que je posais une question qui allait un peu dans le même sens. Moi j'étais frappé par le fait que vous avez tous les trois employé un pronom personnel neutre, on. C'est-à-dire que quand vous avez abordé le problème des solutions au problème que vous posiez, vous avez dit on. Alors évidemment la question qui se pose, et je rejoins tout à fait la question précédente, c'est qui on? Alors moi je pense qu'il faut bien poser le problème. On, ça peut être le marché, hein. Et d'une certaine manière, on peut étendre le marché à la politique. Il y a une façon d'étendre le marché à la politique. C'est le référendum d'initiative populaire. Le marché, ça fonctionne mieux que l'État. Pourquoi? Parce que tout simplement, les individus les personnes plus exactement, sont informés par capillarité. C'est-à-dire qu'en général, ils connaissent beaucoup mieux les problèmes qui se posent à eux quotidiennement que les gens qui sont au pouvoir, qui vivent très loin, qui ignorent complètement ce que font les gens d'en bas, comme disait quelqu'un, et qui, lorsqu'ils apportent une solution, persévèrent pendant très longtemps, vous savez, comme les bateaux qui continuent de façon inertiale jusqu'à l'iceberg, en ne se rendant pas compte qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Les gens se rendent bien compte quand ils sont à côté de la plaque, ils sont capables de réagir. Le seul moyen de trouver des solutions par capillarité aussi dans le domaine politique, c'est tout simplement de faire appel à la sagesse populaire. Vous avez un pays remarquable à côté de chez nous, qui a déjà été cité ce matin, et comme c'est pour Charles et pour moi, un très bon exemple, la Suisse, qui très régulièrement, lorsqu'il se pose un problème, il répond par une interrogation qui porte sur des questions morales, des questions éthiques, des questions écologiques, etc. Et ce sont les citoyens qui répondent, quitte d'ailleurs à revoir leurs réponses quelques années plus tard. On leur donne le temps de la réflexion. Les référendums suisses, c'est pas du tout les référendums comme en France, ou comme en Grèce, où, pour des raisons politiciennes, on pose une question histoire que le gars au pouvoir se fasse soutenir ou au contraire dézinguer. Non. En Suisse, on donne 2 ans aux gens pour réfléchir. On leur distribue des petits livrets avec 20 pages pour, 20 pages contre, et ils votent. Et ils prennent des solutions. Alors ça peut être, à mon avis, une façon d'identifier votre on. En disant, certes, c'est l'État, mais c'est pas l'État des technocrates qui prend les décisions. C'est un État démocratique après avoir interrogé le marché politique, c'est-à-dire la population par le biais d'un référendum. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça, les uns et les autres?
est tout à fait d'accord. Ça fait d'ailleurs partie des orientations, des grandes orientations de l'avant-garde. Hein. Donc, tu le sais bien. Mais il y a un référendum qui a lieu tous les 5 ans en France. C'est l'élection présidentielle. Et si elle est bien faite, et s'il y a un vrai débat d'idées qui précède cette élection, et que le candidat qui est élu a été clair et a proposé 10 réformes fortes qu'on attend depuis 40 ans et qu'il est élu sur la base de ces réformes, ça vaut référendum. Non, parce qu'il ne fera pas les réformes. Ah, d'accord. Les exemples sont nombreux. Pour abonder dans votre sens, pour aller un peu plus loin, parce que on n'a pas parlé effectivement dans le détail de ce qui a été fait au Royaume-Uni. Moi, je pense qu'il y a toute une catégorie de réformes qui serait intéressante de regarder de plus près. C'est ce que Cameron appelait le localisme. Et derrière ça, il y a cette idée d'une décentralisation qui n'est pas institutionnelle et qui va beaucoup plus loin en fait que cette idée de consulter les citoyens par référendum. Parce qu'on leur dit ici, vous allez pouvoir agir. Alors, très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au Royaume-Uni, si vous avez au niveau très local un service public qui ne fonctionne pas, vous allez permettre aux habitants de cette communauté, cette ville, cette municipalité, de faire une sorte de référendum et de proposer, de reprendre, de changer la gestion de ce service local. Vous allez pouvoir, si jamais vous avez un bien commun, mettons, alors ça concerne beaucoup les pubs, vous allez me dire c'est un peu particulier, mais vous avez dans un village, vous avez un pub qui va fermer, qui va être acheté, ou dans un quartier assez vivant, qui va fermer, qui va être acheté par, mettons, je caricature ici, une grande multinationale. Vous avez un droit de préemption qui va être proposé par les habitants eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a cette idée, on redonne du pouvoir aux individus. La Big Society, c'était ça, en fait, Aurélie. Alors, on peut parler ensuite de promesses parfois un peu déçues, etc. Et c'est vrai qu'en réalité, quand on fait un bilan de ces politiques, ça n'a pas été autant saisi que ça par les individus. Néanmoins, il y a ici quelque chose de vraiment intéressant qui a été tenté et qui va beaucoup plus loin que cette idée qu'on consulte les individus. On les consulte pas seulement, on leur dit « vous prenez le pouvoir, vous allez gérer, vous voulez gérer autrement ». Enfin, il faut comprendre ici, en fait, il y a cette idée qu'on va reprendre... Enfin, le génie politique de Cameron en 2010 a été de reprendre à son compte l'idée d'autogestion et de la retourner non pas contre le marché, contre l'entreprise, mais contre l'État. Il y a un domaine dans lequel ça marche très très bien, c'est dans la fonction publique. Il a créé une structure, il a créé ce qu'on appelle les mutuelles de service public. Vous avez un service public quelconque, mettons un service social, un service de crèche municipale par exemple, entièrement géré par la municipalité ou par l'État, on considère que voilà, les gens sont souvent absents, ils ne sont pas toujours très motivés, ça pourrait mieux marcher. On ne leur laisse pas d'initiative en fait à ces agents de l'État ou de la municipalité. Et on leur dit en fait, vous allez vous reprendre en main, vous allez créer une coopérative, vous passerez un marché avec l'État ou avec les collectivités, mais vous serez intéressé à vos résultats, ça sera une structure de coopérative. Et puis, si vous pourrez aussi travailler avec d'autres municipalités ou d'autres collectivités publiques. Et donc ça marche très bien. Il y a plus de 50 000 aujourd'hui anciens fonctionnaires qui sont devenus des sociétaires de mutuelles de services publics. Et on redonne du pouvoir aux individus. Là, en l'occurrence, on redonne du pouvoir aux agents de l'État. Et c'est intéressant parce que c'est à l'opposé de la philosophie française qui consiste à dire, on fait de la RGPP, on va définir dans un cabinet ministériel en fait des objectifs, des cibles, c'est un peu le managérialisme en fait. On va définir en fait ici la manière dont des gens qu'on ne connaît pas le métier, on va définir comment ils doivent travailler. Et on va faire appel à des cabinets de consultants qui connaissent encore moins ces personnes-là. Ils vont définir une batterie d'indicateurs et ces gens-là ensuite ils vont devoir les appliquer. Mais on dit non, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est les gens qui savent quel est leur métier, c'est les gens qui sont au contact du terrain. Mais on ne leur donne pas de motivation à agir. On va leur donner la motivation à agir. Et c'est pareil pour les citoyens. Si vous dites on vous consulte, vous pouvez les consulter plus fréquemment, mais quel est leur réel pouvoir d'agir en fait ? Le sujet c'est ça, c'est comment on redonne un pouvoir d'agir aux communautés, comment on recrée ces communautés. C'est ça le sujet. Et c'est là où les pays anglo-saxons sont intéressants parce que, et à part ce que je soulève un peu rapidement, mais les pays les plus associés à une forme d'ultralibéralisme ou d'économie dominante, que sont les États-Unis et le Royaume-Uni, sont deux pays dans lesquels le sens de communauté, la community a un sens très très fort, et ces communautés locales sont beaucoup plus vivantes, beaucoup plus solidaires, beaucoup plus fortes que dans des pays comme la France. C'est un paradoxe intéressant, il faudrait essayer de voir pourquoi, mais je pense qu'on gagnerait beaucoup à s'en inspirer.
Oui, la démocratie directe, pourquoi pas. En revanche, considérer le peuple comme un marché, c'est là que je suis pas sûr de vous suivre. Moi, je ne comprends pas pourquoi on veut parler de marché à tout prix. Le marché, c'est très bien pour échanger des légumes, des fruits, des choses nécessaires. Dès qu'en fait, le marché englobe toute la sphère de la vie humaine, c'est un peu gênant. Voilà, moi, effectivement, je m'oppose à la marchandisation du monde, à la marche en avant du marché. Bon, le politique, il est bien effectivement à sa place quand il s'occupe des choses que seul lui peut faire. Donc, selon le principe de subsidiarité, effectivement, bon, la sécurité, je pense quand même que l'État n'est pas inutile pour définir un certain nombre de programmes dans le cadre de l'éducation, ce qui n'empêche pas d'ailleurs qu'il y ait après une gestion particulière, locale, de la manière d'agencer les cours, etc. Mais je pense qu'il faut quand même, pour qu'il y ait société, qu'il y ait des références et des objectifs communs et partagés par, en l'occurrence, l'ensemble d'une classe d'âge. Voilà, en tout cas, il y a une chose que je voudrais dire et qui peut peut-être permettre de clarifier un peu nos échanges. Et je crois, et je pense qu'on peut s'accorder là-dessus, c'était d'ailleurs dans l'introduction de Jacques, qu'on est passé d'une économie de marché où il y avait d'autres choses qui n'étaient pas liées au marché, des valeurs, des communautés, des corporations, etc., qui avaient leurs règles, leurs rythmes, et qui permettaient d'encastrer la loi du marché dans ses limites propres. Et puis on est passé petit à petit à une société du marché où là le marché a envahi absolument toutes les sphères de la vie humaine et sociale. Et donc aujourd'hui je crois qu'effectivement il faut passer par une relocalisation et surtout une simplification. Je voudrais ne pas avoir besoin de passer par un élu, un responsable politique pour subvenir à mes besoins fondamentaux. Le problème aujourd'hui c'est qu'effectivement pour m'équiper d'une voiture, d'une machine, je suis obligé de m'adresser à des producteurs extrêmement lointains, etc. Et nous, la décroissance qu'on promeut dans la revue Limite, il fallait quand même que ce mot soit prononcé aujourd'hui. Donc le mot décroissance, voilà, signifie avant tout une relocalisation, une simplification des échanges, parce qu'aujourd'hui, évidemment, quand ma machine à laver a été faite de pièces qui viennent des quatre coins du monde, assemblées là, vendues ici, réparées par je ne sais qui, quand le marché du travail est absolument délocalisé, etc., bah oui, il faut des agents, des parasites, des gens qui viennent essayer de mettre leur petit grain de sable dans la machine qui fonctionne plus ou moins bien, alors qu'il faudrait que ce soit beaucoup plus direct. Bon, l'exemple que je donne tout le temps, c'est la MAP, l'Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, où je peux manger grâce à un maraîcher qui est à moins de 10 km de chez moi, que je connais, que je salue. Je peux lui dire, dis donc, tes tomates, elles étaient pas terribles, tes pâtissons étaient un peu durs, etc. Parce que je le connais, parce que je peux aller voir sa production, parce que j'ai une relation personnelle avec lui, plutôt qu'évidemment un système de grande distribution où il y a tout un tas d'intermédiaires plus ou moins louches. Donc, la simplification, bah oui, non mais à un moment, faut dire les choses. Moi, je trouve ça affreusement confus, affreusement complexe, et je voudrais pouvoir vivre, j'ai des besoins assez modestes, assez simples, je voudrais pouvoir vivre dans mon échelle, à mon échelle humaine, connaître les visages des gens qui m'entourent, sans savoir que le vêtement que je porte a été fait par un semi-esclave au Bangladesh ou je ne sais où. Et de fait, c'est aujourd'hui la réalité. Voilà, j'espère ne pas être trop caricatural, mais voilà, j'avais envie de dire ça. Merci. Je crois que le président va intervenir. Je crois que le débat était très intéressant, mais si vous le permettez, je voudrais revenir sur un point qui me paraît important et qui était abordé par Patrick Louis, c'est le rôle du politique. Et je vais rejoindre en fait l'exposé d'Olivier. Si vous vous mettez dans une circonscription politique à taille humaine, avec un pouvoir politique qui n'est pas là pour faire, mais qui est là pour créer les conditions favorables
au développement des activités économiques et sociales. Vous répondez à tous vos objectifs. Et donc le problème aujourd'hui, c'est qu'on a l'accumulation de deux défauts. On va vers un gigantisme que personne ici n'accepte, parce qu'on ne le supporte plus. C'est un gigantisme qui provoque en fait l'anonymat, le totalitarisme, etc., etc. Et deuxièmement, on a un système économique qui est lui aussi rentré dans cette logique du gigantisme, où une banque, plus elle est grande, moins elle peut faire toutes les bêtises du monde. On ne peut pas en fait l'acculer à la faillite, parce qu'à ce moment-là, ça provoquerait tellement de problèmes qu'on va la sauver artificiellement. Donc le problème, il est un problème de dimension, et que je crois que notre bagarre de demain, parce que je reviens un petit peu au thème de l'avant-garde, que notre bagarre de demain, c'est de trouver en fait une dimension politique à l'échelle humaine, et que je rejoins ici mon ami Van Est. Oui, je suis partisan d'une philosophie qui aille plutôt vers le système suisse. Je ne dis pas qu'on peut appliquer la Suisse en France, je dis que ça me paraît plus intelligent de casser les grands espaces pour en faire des espaces humains, plutôt que de continuer à vivre sur un système qui est irrespirable, et que deuxièmement, de redevenir un rôle du politique qui est de créer les conditions favorables au développement des activités sociales, économiques, humaines et même caritatives. Et je voudrais vous donner des exemples. Moi, quand je suis arrivé à Rome, en tant qu'ambassadeur, j'ai été très frappé par le fait que toutes les activités sociales de Rome sont confiées à Sant'Egidio. Et là, on n'est pas allé chercher des fonctionnaires. C'était un dialogue qui s'est passé entre la municipalité de Rome et une association qui pourtant est catholique. Mais cette association a accepté de prendre en charge toutes les activités sociales de la ville de Rome. Et à partir de ce moment-là, il y a eu en fait une confrontation entre le politique et une association pour mettre en œuvre une œuvre et qui marche bien, puisque actuellement, quand vous allez dans cette ville, vous apercevez que ça marche bien, et que c'est là où on voit que le rôle du politique, c'est de créer les conditions favorables au meilleur développement d'un certain nombre d'activités. Alors, je reviens sur ce que disait Charles tout à l'heure. Moi, personnellement, je suis libéral, oui, je suis libéral au sens ordolibéral, c'est-à-dire que je pense que le rôle de l'État, c'est de créer un cadre qui empêche la marchandisation que dénonçait tout à l'heure Gauthier, et je suis d'accord avec lui aussi, la marchandisation de plein de choses, même du ventre des femmes jusqu'à d'autres choses. Je suis contre cela, mais que c'est le rôle de l'État de créer le cadre, et que dans ce cadre-là, ensuite, eh bien, joue l'initiative, l'entrepreneuriat, la concurrence. Voilà, je crois qu'il faut en fait recadrer l'affaire, parce que je pense que tous les trois, je voudrais dire à Eudox que moi j'ai été très frappé par l'expérience de Cameron. J'aimerais bien qu'en France on ait cette intelligence. Par exemple, demain on va saluer Anne Coffinier, et Anne Coffinier en fait marche, ou même a précédé ce qu'a fait Cameron dans le domaine de l'éducation, et que j'ose espérer que la petite action qu'on mène, nous, dans l'avant-garde, permettra en fait d'arriver à ces objectifs-là. Merci. On a le droit de continuer un peu. Bon. Je tends la perche, je prends la perche que vous avez tendue tout à l'heure sur le libéralisme, en fait, parce que, et pour essayer de clarifier, et puis pour compléter ce qu'a dit Charles, on a parlé de libéralisme économique ici. On est pour le libéralisme politique aussi, c'est-à-dire la liberté d'expression, quelque part, mais on n'est pas pour le libéralisme philosophique. Donc, ou pour prendre une autre distinction, on est pour la liberté dans le domaine de l'avoir, des biens et des services, mais on n'est pas pour la liberté dans le domaine de l'être. Et ça, c'est très important de... Enfin, je le rappelle, parce qu'au cas où il y aurait eu une mésinterprétation, je ne suis pas un ultralibéral dans tous les domaines. D'accord ? Sinon, je ne serais pas à l'avant-garde. Okay. Voilà. Dans le domaine de l'aide, c'est-à-dire de l'homme, de la civilisation, de la famille, de tous ces sujets qui nous touchent extrêmement profondément. Là, non, là, c'est pas le marché.
C'est pas le marché qui doit l'emporter. C'est pas le marché qui doit nous dicter nos consciences. Dans le domaine de l'avoir, c'est efficace. C'est efficace, à condition qu'il y ait des règles du jeu et qu'elles soient respectées par un État recentré sur le régalien. Voilà. Je voulais juste faire 2 remarques douces de Franlieu. La première, c'est à Eudox, que j'avais eu la joie d'écouter à Thomas More. C'est que pour moi, l'Amérique n'est pas un pays libéral. C'est pas le moment d'en parler. Là, c'est très long. C'est pas un pays ultra-libéral. Il y a beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec le libéralisme aux États-Unis. Oui, libertaire peut-être, mais voilà, libéral, pas toujours. Regardez les agriculteurs. Deuxièmement, à monsieur... excusez-moi, j'ai oublié votre nom, Gauthier. Je quitte l'avant-garde si on parle de décroissance. C'est pour moi un thème qui... attendez, mai 68, je ne l'ai pas connu, mais je l'ai mal digéré. Et mes enfants, aujourd'hui, ne peuvent pas comprendre ce que veut dire le mot décroissance. On peut... voilà, et on ne va pas en parler non plus des heures, mais le MIT dans les années... la politique croissance zéro, quand le monde aujourd'hui a besoin de croissance, il faut l'exprimer autrement, et je suis sûre qu'on peut peut-être se rejoindre. La dernière chose, c'est quand vous avez commencé votre propos en disant que les entreprises étaient des gaspilleuses de ressources, ça non plus, je ne peux pas le supporter. Ce n'est pas vrai en France. Les entreprises sont surchargées de taxes, n'arrivent plus à faire face aux normes qui tuent jusqu'à leur journée, leur quotidien. Elles sont en train de fermer les unes après les autres. Elles font partir les jeunes actifs, elles délocalisent. Donc on est dans un état, non pas de pays ultra-libéral, ça saurait si on était dans un pays libéral. Depuis 1974, il n'y a pas eu un budget en équilibre. Pas un budget en équilibre. Donc le libéralisme en France, excusez-moi, c'est Madelin pendant 6 mois. Ça n'a pas tué... voilà, ça n'a pas... ni Monsieur Millon n'a pas été éternellement au pouvoir avec la droite libérale chrétienne, que je sache. Donc on n'en est pas là. Je souffre pour le tableau que vous avez fait des entreprises. Je souffre réellement pour le tableau que vous avez fait des entreprises. Les pauvres petites, je suis désolé, pardon. Vraiment désolé d'avoir fait de la peine aux entreprises qui effectivement souffrent beaucoup. Non, mais je comprends pas très bien. Moi, j'ai pas parlé de libéralisme ni d'ultralibéralisme. Enfin, je ne crois pas. Parce que pour moi, c'est pas des mots qui ont un sens très clair, donc j'évite d'employer des mots confus. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, à vrai dire, libéralisme, ultralibéralisme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le productivisme et la question de la durabilité, de la soutenabilité du productivisme. Ce que j'appelle le productivisme, c'est effectivement la mainmise que l'homme se croit permis d'avoir sur la nature. Exemple tout simple, pour construire ces villes qui aujourd'hui sont des villes fantômes parce qu'ils ne trouvent personne pour les habiter. Le Qatar importe du sable en Australie. Pourquoi ? Parce que le sable de mer, ils ont tout pillé, ils ont tout pris, ils ont ravagé des écosystèmes. Ça va avoir des conséquences désastreuses d'un point de vue environnemental et un jour ça se répercutera sur l'homme. Aujourd'hui ils importent donc par bateau, etc., ce qui en soi a aussi des conséquences. Et ils ne peuvent pas prendre du sable du désert parce que pour construire du béton, pour construire des immeubles, le sable du désert est trop fin, donc il faut du sable marin. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un monde ? Moi, je ne m'occupe pas du libéral, ultralibéralisme, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un monde dans lequel, pour construire des immeubles toujours plus grands, on fait traverser du sable, on manque de sable, et aujourd'hui, il y a une mainmise sur le sable, et on va détruire tous les fonds marins. Alors on peut dire que c'est pas grave, que les entreprises sont couvertes de taxes. Moi, je ne parle pas du petit artisan, du petit entrepreneur, de l'auto-entrepreneur. Je sais bien qu'il est emmerdé, mon père est artisan, je sais bien. Et on lui met plein de bâtons dans les roues. Mais excusez-moi, quand on parle d'économie, on parle aussi des grands groupes. C'est quand même quelque chose qui existe. Amazon, Google, McDo, et j'en oublie, et Volkswagen, etc. C'est des choses qui existent ou pas ? Bon, ça existe, et c'est ce qui quand même domine aujourd'hui notre économie. Et on n'est pas là dans... Alors bien sûr, il y a plein d'auto-entrepreneurs, et tant mieux, mais il y a aussi des groupes qui grossissent sans fin. Aujourd'hui, ce qu'on mange, c'est derrière la variété marketing des rayons de supermarché, c'est tenu par 5 grands groupes d'agroalimentaire. C'est une réalité ou pas ? Alors, pauvres petites entreprises, oui, n'empêche que ces pauvres petites entreprises, elles sont très douées parce qu'elles ont les moyens de payer des avocats
pour l'optimisation fiscale. Alors, pauvres petites entreprises, oui, mais enfin, pauvres petits aussi employeurs précaires qui sont obligés de travailler le dimanche, de travailler la nuit, qui ne voient plus leurs enfants, qui sont obligés de s'éloigner toujours plus de Paris parce que tous les emplois sont concentrés à Paris et qui sont obligés de faire 2 heures le matin, 2 heures le soir. Pauvres petites entreprises, oui, mais enfin, ça va. Si vous permettez, on va faire un petit peu d'anthropologie pour revenir à qui est finalement l'être humain. Et dans l'être humain, il y a cette dimension dont on vient de parler et qui est la notion de liberté, effectivement centrale. Je pense qu'il y a une deuxième notion qu'on n'a pas encore évoquée et qui est celle de la responsabilité. Et il me semble que l'une et l'autre peuvent marcher ensemble sans forcément être en contradiction. Je voudrais citer un thérapeute assez célèbre, Viktor Frankl, qui disait aux Américains « Vous avez construit à l'Est la statue de la liberté, il vous reste à construire à l'Ouest la statue de la responsabilité. » Et une entreprise comme un particulier peut très bien avoir la liberté de consommer ou de produire, tout en ayant conscience que le bien qu'il détient a aussi une destination universelle qui ne s'arrête pas à sa propre personne. Très bien. Merci Laurent, je pense que ce sera la conclusion parce qu'on va sinon s'étriper pendant des heures et que le temps passe malheureusement. Non, et je pense que je voulais juste rappeler en tant que modérateur à Madame de Franlieu notamment que les ultimatums, si on parle de ceci, cela, je m'en vais, je pense que c'est une mauvaise idée parce que moi si on parle pas de décroissance, je m'en vais de l'avant-garde aussi. On pourrait plus avancer et je pense que c'est le pape François qui en a parlé dans sa dernière encyclique de la décroissance, donc je pense qu'on a le droit d'en parler. D'être d'accord ou pas d'accord, mais je pense que ce n'est pas une bonne idée en fait de discuter comme ça, simplement, voilà. Donc ouais, je pense qu'on va continuer dans d'autres tables rondes plus tard. Là, on est obligé de couper maintenant, je suis désolé. Une seule. Pour réagir sur ce qu'a dit Charles tout à l'heure, et je suis quand même un petit peu étonné parce que dans aucune table, vous êtes la seule table ronde dans laquelle on parle économie, les autres, famille, éducation, etc., on ne va pas en parler. Donc je vais poser ma question qui est peut-être un peu hors sujet. En ce moment, quand même, le problème, c'est 5 millions de chômeurs. Ce qui s'est passé à Air France, ce ne sont pas des ouvriers qui ont agressé, c'est des cols blancs. Les ouvriers, jusqu'à présent, ont toujours respecté, quasiment lorsqu'il y a eu des lockouts, des prises de pouvoir dans les usines, ont toujours respecté les cadres. Ce qui s'est passé avec Air France, ce sont les cols blancs. Si les cols blancs le font, je peux vous dire que demain, c'est ce qui va se passer dans les usines. Aujourd'hui, au fin fond de ma Bretagne, l'agriculture gronde. Et je peux vous dire qu'elle gronde et que ça monte tout doucement. On parlait ce matin de turbulence, et en disant, lorsqu'on est en turbulence, on ne sait pas ce qui peut se passer à tout moment. Ce que je regrette, c'est qu'on ne parle pas, qu'on n'ait pas parlé aujourd'hui de cette urgence. On sait très bien parler de développement durable, d'écologie, etc. Mais l'urgence, elle est là. Et le drame, c'est que tu parlais, Charles, des politiques, et que le politique doit travailler avec les associations. Mais lorsqu'on prend par exemple, puisque maintenant c'est à la mode la transparence, on a vu les portefeuilles des ministres et leur expérience. Aucun ministre, aucun homme politique, la plupart comme de droite ou de gauche, n'a jamais investi 100 € dans le salon de coiffure de sa belle-sœur pour prendre le moindre risque. Ils ne savent pas ce que c'est. Aucun ne dit j'ai une action, etc. C'est la première chose. Deuxièmement, ils n'ont jamais créé, à part Charles autour de la table, je ne sais pas pour les trois autres, on n'a jamais créé un seul emploi de sa vie avec l'argent de sa poche et en risque. Bon. Nos ministres, Rebsamen, interrogé, ancien ministre du Travail, interrogé sur une chaîne de télévision, on lui demande, mais vous avez déjà travaillé dans une entreprise? Il réfléchit, il dit oui, j'ai fait un stage ouvrier. Comme si c'était Al-Khouiri, je ne sais pas comment s'appelle la nouvelle ministre du Travail, n'a jamais mis les pieds dans une entreprise. Alors, tant qu'on aura des politiques qui ne savent pas ce que c'est qu'une entreprise, qui n'ont jamais risqué un centime, qui n'ont pas pris le risque de créer un emploi, on n'arrivera à rien. Et quand on parle de flexibilité, oublions les 35 heures, elles partiront toutes seules. Mais disons la chose vraie, vous avez 2 à 3 millions d'artisans en France qui sont capables demain matin d'embaucher, si on leur laisse la possibilité de débaucher en 15 jours s'il n'y a plus de travail. Vous prenez la fiche de salaire, il n'y a pas un seul artisan
qui soit capable aujourd'hui, et même je pense dans cette salle, personne n'est capable de faire une fiche de salaire, sauf s'il y a un expert comptable. Et donc, simplification, voilà, non mais tout simplement, c'est que les hommes politiques, Merci à tous.